Bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal dont voici les titres. La parité homme-femme désormais effective dans son application. Le Sénat octroie un quota de 30% pour la représentation des femmes au sein des institutions de la République. La Chambre basse du Parlement a ainsi adopté la loi sur les modalités d'application des droits de la femme à la plénière de mercredi. La situation sécuritaire dans l'Est de la RDC demeure tendue et volatile. Des nouveaux affrontements ont opposé mercredi les forces armées de la République démocratique du Congo à la coalition d'éléments Maï Maï et des rebelles rwandais des FDLR à Bingui dans le territoire de Lubero. Le bilan de ces combats est de 5 morts. Enfin, l'Afrique est la région du monde qui a la croissance la plus rapide après l'Asie émergente. C'est la conclusion d'une étude de l'Institut pour la finance internationale. Selon cette organisation, le continent noir devrait connaître une croissance solide et une probable explosion de la consommation d'ici peu. Merci de rejoindre la télé républicaine pour vous informer. Bonsoir, je le disais en titre, 30% en moins de places réservées à la femme au sein des institutions de la République. C'est le changement important qu'apporte la loi sur les modalités d'application des droits de la femme. Le texte a été adopté par le Sénat dans l'objectif principal de garantir la mise en œuvre de la parité homme-femme conformément à l'article 14 de la Constitution. Oscar Bakandoa et Blanchard Kandolo. Le Sénat vote en séance subséquente la loi fixant les modalités d'application du droit de la femme à une représentation équitable au sein des institutions. Toutes nos félicitations. Même si les bénéficiaires de cette loi n'étaient pas mobilisés pour assister à ce vote tant attendu, les élus des élus ont, après un examen profond, réussi à donner toutes les chances à la femme pour sa participation au sein des institutions de la République. Un quota de 30% lui est donc accordé, comme l'explique Léonard Chéoukitondo, sénateur. Aujourd'hui, nous avons voulu nous conformer à la volonté du constituant en prenant des mesures volontaristes et positives, pour ne pas parler de discrimination positive. C'est pour cette raison que, en ce qui concerne la représentation des femmes dans les institutions politiques, nous avons fixé un quota d'au moins 30%. Donc, par exemple, pour mon bien illustré, dans tous les cabinets politiques, ce quota doit être respecté de manière stricte. Et c'est vraiment contraignant. Et nous avons même dans l'appareil judiciaire, nous avons commencé par la Cour constitutionnelle. Mais auparavant, la plénière a dû évacuer au cours de l'examen du texte l'article 15 initial ayant trait à la création par le gouvernement d'un établissement public chargé notamment de suivre et d'évacuer l'application de la présente loi. L'adoption de cette loi par le Sénat suscite des commentaires divers. Beaucoup dans la capitale apprécient cette marque de considération à l'endroit de la femme et émettent le vœu que cela s'améliore avec le temps. Pour sa part, Paul Mohindo, rapporteur du réseau parlementaire du genre et parité à l'Assemblée nationale, invite la femme à prendre ses responsabilités. Suivez. 30% de femmes pourront bientôt prendre part à la gestion des institutions publiques. Au terme de la loi votée mercredi au Sénat, les élus des élus et leur président Léon Kengo Wadondo ont voulu même en deuxième lecture ouvrir une passerelle à la gente féminine pour mettre en pratique la parité. Cette loi stipule, je cite, « Les pouvoirs publics veillent à l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de la femme et assurent la protection et la promotion de ses droits. » Paul Mohindo Vaumawa, élu de Béni, se satisfait pour cette avancée démocratique. C'est une évolution au regard également de notre pays au niveau mondial. La femme dans notre pays n'est pas simplement une valeur, mais elle est aussi un outil utile pour apporter un changement dans beaucoup de problèmes que nous traversons aujourd'hui. Et quand nous arrivons à adopter au niveau du Sénat, on adopte 30%, je crois qu'il revient maintenant à toutes les femmes de pouvoir tout faire pour arracher ses droits. Au finish, il sera question que les femmes puissent s'approprier de cette loi qui vient, n'est-ce pas, de leur donner un autre pouvoir. Par ailleurs, les Quinois rencontrés estiment que cette loi est importante du fait qu'elle reconnaît le rôle joué par la femme dans la société.
comme balinde bazosala c'est normal na mwasi kasala c'est bien vraiment na pona mité kwana vraiment eza bien na mboka. On dit que la loi intéresse tout le monde et que nul n'est censé ignorer la loi. Si il a été décidé que 30% des femmes soient représentées dans les institutions, je pense que ça doit être un minimum. 30% ce n'est pas suffisant. Cela doit commencer par laisser étudier les filles. La jeune fille a droit aux études comme le garçon. Cette loi devrait s'appliquer dans les domaines civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. Toutes les mesures sont prises pour assurer l'épanouissement total et la pleine participation de la femme au développement de la nation. La situation sécuritaire dans le Nord Kivu, de nouveaux affrontements ont opposé mercredi les forces armées de la République démocratique du Congo à la coalition d'éléments Maï-Maï et des rebelles rwandais des FDLR à Bingui dans le territoire de Lubero. Le bilan de ces combats est de 5 morts, 4 miliciens et 1 militaire, selon le site de la radio Capi. Selon la société civile du Nord Kivu, il y aurait aussi plusieurs blessés, dont l'épouse d'un militaire. La même source indique que les éléments de la coalition ont attaqué les FRDC à 4 heures dans le village de Bingui. La situation sécuritaire dans l'est de la RDC demeure tendue et volatile. Selon la MONUSCO, dans son point de presse mercredi, la mission onusienne fait savoir que les investigations sont en cours par les membres de la CIRGL pour déterminer si oui ou non l'Ouganda soutient les rebelles du M23. Et quant à l'Ouganda, accusé d'être impliqué dans la guerre dans l'est du pays, la MONUSCO attend des documents officiels pour les mettre à nu devant tout le peuple congolais. Compte rendu, Jemima Mogo. La situation sécuritaire reste tendue et volatile dans l'est de la République démocratique du Congo. Les rivalités persistantes entre les groupes armés, notamment les Maï-Maï, Raïa Mutomboki et les FDLR, seraient à la base de toutes ces tensions, prévient la MONUSCO. La mission onusienne soutient avec engagement les opérations conjointes en cours menées avec les forces gouvernementales. Quant aux soldats FARDC tués à la frontière entre la RDC et le Rwanda à Kanyanya, à 10 km de Goma, le porte-parole de la MONUSCO rassure que les investigations sont en cours. Qui a préparé un rapport qui doit être remis aux Nations Unies. Les membres de cette équipe ne sont pas des fonctionnaires des Nations Unies. Ce sont tous des brouillons de ce document qui existe. Donc, le document auquel vous vous référez, en fait, officiellement n'existe pas encore. De l'implication de l'Ouganda dans la guerre de l'Est, la MONUSCO dit plutôt attendre des pièces à conviction. Au sujet de la situation humanitaire, 269 cas de rougeole, dont 17 décès en une semaine, sont signalés dans 3 zones de santé du district de la Chopo, dans la province orientale. La MONUSCO s'engage à lutter contre les groupes armés afin de maintenir la paix sur l'étendue du territoire de la RDC. Inondations en province orientale, près de 17 000 personnes sont affectées. Selon OCHA, ces inondations sont provoquées par des pluies diluviennes qui se sont abattues, notamment sur des villages situés dans le territoire de Dungu et de Nyangara, ce qui a occasionné le débordement des différents cours d'eau de la région. Ces inondations ont déjà provoqué des déplacements forcés des populations, détruit des habitations et des plantations, pollué des sources d'eau et exposé les populations à des risques sanitaires dont le choléra et le paludisme. Passation des marchés publics, le président de la République tape du poing sur la table. Selon le journal Le Potentiel, le directeur de cabinet du chef de l'État a signé un avis au public qui rappelle la BCECO à l'ordre. Le bureau central de coordination est ainsi interdit d'interférer dans la procédure de recrutement des consultants pour audit des services de l'État et de passation de marché public. Pour le journal, cette mise en garde est la preuve d'un malaise au sommet de l'État et que la cible serait en fait le Premier ministre. Commentaire de la rédaction avec Rosa Wazi.
Ce n'est pas tous les jours que la présidence de la République s'interpose dans le fonctionnement de certains services publics pour recadrer les choses, constate le quotidien Le Potentiel. Comme en son temps, elle avait fait à l'endroit de l'ex-premier ministre Adolphe Mouzitou lorsqu'il s'est agi de remettre de l'ordre dans l'ordonnancement des dépenses de l'État. Le BCECO s'est serré écarté du droit chemin qui lui est tracé par les textes en vigueur. L'avis au public daté du 6 novembre 2012 et du moins signé par les directeurs de cabinet du chef de l'État, Gustave Beyassikou, est sans équivoque que la présidence de la République ait rompu les silences en intimant formellement l'ordre au BCECO d'éviter toute immixtion dans les marchés publics qui ne cadrent pas avec sa mission prouve qu'il y a un problème. Car sanctionner les BCECO de l'avis du Potentiel, c'est s'en prendre indirectement au Premier ministre Matata Ponyo Mapon qui a passé près de 10 ans à la tête de sa direction générale. Il en a supervisé la création en 2001. Depuis sa nomination, dans un premier temps en 2010 comme ministre de Finances, l'homme n'a jamais brisé les liens avec le BCECO. Quoique parti, il garde son cordon ombilical bien attaché à ses services. Même sa nomination à la tête du gouvernement en qualité du Premier ministre n'a pas non plus modifié cette donne. Ainsi, lorsqu'il s'agit d'actionner un marché public de réhabilitation ou d'acquisition de matériel, c'est généralement auprès du BCECO que le Premier ministre recourt. Une attitude qui condamne fermement la présidence de la République. Ainsi, nombre d'analystes pensent que dans la lettre du directeur de cabinet du chef de l'État, c'est le Premier ministre Matata qui est plutôt visé de manière implicite. Le BCECO n'est serré qu'un paravent. Qu'est-ce qui s'est donc passé particulièrement au niveau du BCECO pour qu'on en arrive là? Se serait-il compromis dans l'attribution de certains marchés publics de questions qui restent sans réponse pour l'heure? Pour beaucoup, cet avis au public de la présidence de la République est cet arbre qui cache la grande forêt de compromission dont se serait rendu coupable le BCECO. De révélations ne devraient pas tarder à être portées à la connaissance du grand public autour du mystère de cette correspondance. L'Afrique est la région du monde qui a la croissance la plus rapide après l'Asie émergente. C'est le résultat d'une étude menée par l'Institut pour la finance internationale. Selon les analystes de cette organisation, le continent noir devrait connaître une croissance solide et une probable explosion de la consommation d'ici peu. Et dans ce commentaire avec Patrick Chamala. Selon l'Institut pour la finance internationale, la croissance en Afrique repose sur de solides bases et le secteur de la consommation et des services devrait voir son chiffre d'affaires exploser dans les années à venir. Dans sa dernière étude, l'IIF note qu'en réduisant leurs dettes, en améliorant la gouvernance économique et en maintenant une stabilité politique, nombre de pays du continent ont posé les fondements d'une croissance durable. Depuis 2007, la croissance économique de l'Afrique subsaharienne s'est établie à 4,7% par an. Les experts de cette organisation internationale se félicitent que nombre de pays africains ont fait de gros progrès pour stabiliser leur économie et consolider leur taux de croissance. Ce qui est remarquable, disent-ils, c'est que ce résultat a été acquis dans une période de turbulence financière mondiale sans précédent. De telles évolutions auraient été impensables encore au début des années 2000 lorsque l'Afrique croulait sous la dette et dépendait pour sa survie de l'aide internationale. Selon une autre étude du cabinet du conseil McKinsey, les chiffres d'affaires des secteurs liés à la consommation et aux services devraient croître en Afrique de 410 milliards de dollars d'ici 2020, soit environ 40%. La classe moyenne est en expansion rapide dans nombre de grandes métropoles. D'ici à 2020 donc, plus de la moitié des ménages africains devraient avoir des revenus à dépenser, leur nombre augmentant de 85 millions de ménages à presque 130 millions. McKinsey note cependant que 81% de la consommation privée s'est concentrée en 2011 seulement sur 10 pays sur les 54 du continent, que sont l'Afrique du Sud, l'Algérie, l'Angola, l'Égypte, le Ghana, le Kenya, le Maroc, le Nigeria, le Soudan et la Tunisie. L'Éthiopie, actuellement 11e, devrait rapidement rejoindre le peloton de tête. La RDC n'est pas reprise dans ce peloton de tête, mais le gouvernement pense qu'avec les réformes en cours, la RDC pourrait effectuer un grand bond en avant. Mais l'IIF insiste sur la stabilité politique
qui sera un facteur clé de la réussite africaine dans les années à venir. La colère des professionnels de santé de Ségan et troisième cycle ne faiblit pas. Le collectif exige le paiement de salaire tel que prévu dans la ligne budgétaire 37012 du budget 2012. Ils ont observé un sit-in devant le ministère de la Santé pour faire entendre leur voix. Oscar Bakandoa et Baby Malobo. Siffler, chant des colères, c'est leur façon de faire pression sur le gouvernement. Les pro-santé L2 et 3e cycle ont pris d'assaut le cabinet du ministre de la Santé publique pour exiger le paiement de leurs primes reprises dans la ligne budgétaire de 2012, comme l'explique Aaron Bouilly, porte-parole du SICO. Nous avons déjà une ligne budgétaire, il lui reste ne fût-ce qu'à écrire une lettre au ministre et vice-premier ministre au budget pour que ce dernier nous fasse une paye complémentaire. Voilà pourquoi nous sommes ici en train de réclamer auprès du ministre de tutelle afin qu'il fasse une lettre de rappel demandant une paye supplémentaire comme il l'a fait pour le médecin en faveur des pro-santé L2 que nous sommes. C'est la deuxième action de ces cadres de santé pour qu'ils soient rétablis dans leurs droits. Nous, on ne vient pas ici pour négocier le relèvement quelconque des primes, mais nous venons demander l'application de ce budget 2012. Même le Premier ministre, il ne doit pas être au-dessus de la loi. C'est pourquoi nous faisons appel au chef de l'État d'être regardant, on insiste. En l'absence du ministre de la Santé en mission à l'étranger, ces professionnels de santé devront retourner à ce cabinet la semaine prochaine afin d'être fixés sur leurs exigences. Obaminaku était il y a peu à Lubumbashi. Le président de l'Assemblée nationale n'a pas passé un séjour de tout repos dans la ville qu'il préfère. Il en a profité pour visiter quelques sites importants. Objectif, appuyer l'élan de la reconstruction dans cette partie du pays. Jemima Mogo. Accompagnant André Flao à Lubumbashi où il était reçu en audience par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange, Obaminaku, président de la Chambre basse du Parlement congolais, a effectué une visite dans la ville qu'il préfère, conduit par Moïse Katumbi Chapoy, gouverneur de la province du Katanga. Le président de l'Assemblée nationale s'est rendu au stade TP Mazembe. Cette belle ville que j'aime tant pour visiter le nouveau stade, le stade Mazembe. À l'époque, quand j'étais enfant, on venait jouer au stade Mwanké, qui était tout amorti. À ma grande surprise, ça a été totalement transformé, pas avec des centaines de millions, mais avec des moyens rationnels. Et cela parce qu'il y a d'abord eu une certaine volonté de la part des dirigeants du tout-puissant Mazembe, notamment du président du tout-puissant Mazembe, Moïse Katumbi. Et c'est ce qu'on appelle avoir de la volonté et le sens de l'inventivité. Les jardins zoologiques a été visité par Obaminaku, accompagné par Moïse Katumbi. Sur place, le président de la Chambre basse a constaté la diversité des différentes espèces. Eugène Diomi va mieux. Le député national se remet tout doucement après l'intervention médicale qu'il a subie il y a 2 semaines. Ses camarades de l'opposition réunis au sein des forces acquises au changement l'ont constaté mercredi à l'occasion de leur visite de réconfort à son domicile. Jemima Mogo et Jean Péquet. Eugène Diomi Ndongala devrait sans nul doute reprendre bientôt du service. L'état de sa santé s'améliore progressivement après l'intervention chirurgicale qu'il a subie il y a 2 semaines. Il est sorti de l'hôpital de l'amitié sino-congolaise où il était admis et se trouve présentement chez lui à la maison. De quoi réjouir ses camarades de lutte, membres des forces acquises au changement. On reconnaît les vrais frères et les vrais amis pendant les périodes les plus difficiles. Donc, et maintenant il était hospitalisé, il est dans un état de convalescence et nous plaidons pour que, au niveau de l'Assemblée nationale, on puisse lui donner aussi l'occasion de continuer à se faire examiner, surtout qu'il y a beaucoup d'examens qui doivent suivre, qui ne se trouvent pas ici dans notre pays. Ça vaut la peine. D'abord la santé, si la santé ne va pas très bien, c'est difficile à ce qu'on puisse faire la politique. Le président de la démocratie chrétienne ploie sous le coup de la levée de son immunité parlementaire pour des éventuelles poursuites par le procureur général de la République qui l'accuse de viol sur mineur. L'homme continue à clamer son innocence et bénéficie d'un soutien indéfectible de ses compagnons de l'opposition.
La Lisadel attire l'attention du public et des autorités sur l'état de santé de Mado Moubaka Nsapou, victime des coups et blessures de la part de son propre mari. Cette ONG de défense aux droits de la femme et des jeunes s'insurge contre la relaxation de l'auteur du forfait. Elle a fait savoir au cours du point de presse ce jeudi à son siège de la commune de Limete. Rosawazi et Dieu merci Sweka. Violence faite à la femme et à la jeune fille, la Lisadel crie au scandale. Devant quelques professionnels de médias, le responsable de cette organisation non gouvernementale dénonce la banalisation de la violence subie par Madame Mado Moubaka Nsapou par son propre mari nommé Eugène Matande Kodiaz. Les faits remontent au 24 octobre dernier, explique la Lisadel. Cette femme a subi des services corporels au point de se faire fracturer la jambe qui serait sur le point d'être amputée par manque de soins appropriés. Considérant le fait que Mme Moubaka court les risques de voir sa jambe gauche amputée, faute des frais exigés à l'hôpital pour l'intervention chirurgicale, considérant qu'elle n'est même pas en mesure de procéder ou de prendre possession de son argent gardé dans sa chambre, une somme de plus ou moins 800 000 francs congolais. Saisie par le ministère du Genre, de la Famille et de l'Enfant, la Lisadel dit avoir mis un avocat à la disposition de la victime pour l'accompagner devant le TGI de Kinshasa-Gombe. L'affaire traîne jusqu'à ces jours alors que l'état de la patiente empire. Ayant obtenu le mandat d'amener, monsieur en question a été déféré devant l'inspecteur judiciaire pour instruction du dit dossier. Mais malheureusement, pendant que l'interrogatoire se déroulait, un monsieur non autrement identifié se présentera devant l'inspecteur en lui intimant l'ordre de relâcher immédiatement le prévenu sous prétexte que celui-ci était plutôt victime des violences de la part de son épouse. Et en conséquence, il devrait être relâché. La Lisadel exhorte la ministre de la Justice à diligenter une enquête judiciaire au sujet du traitement de ces dossiers et des procédures de sanctions contre les magistrats faisant office de ministère public dans cette affaire. Obama est de retour à la Maison-Blanche. Voilà qui domine l'actualité internationale. Depuis l'annonce des résultats, les chefs d'État adressent à tour de rôle un message de félicitations au président américain réélu. À travers le monde, beaucoup sont plutôt contents de la réélection de Barack Obama. Suivez. Le monde salue la réélection de Barack Obama. La victoire mardi de Barack Obama face à son rival républicain Mitt Romney a été vivement saluée au-delà des frontières du pays de l'oncle Sam. Ici en Australie, c'est en cœur qu'ils ont accueilli la nouvelle. Je ne m'attendais pas à ce résultat aujourd'hui, mais c'est génial. Je suis vraiment heureux de voir les résultats en faveur de Barack Obama. Je pense que toutes les attentes ont été satisfaites. Quelques-uns pensaient que Romney allait gagner, car Obama avait fait un débat déplorable, mais il a su se relever. Même sentiment de victoire au Japon. Ici aussi, les partisans d'Obama acclament la victoire du président avec une large majorité des voix américaines. Nous soutenons Barack Obama et il a réussi à gagner. Alors même si nous sommes loin, on se sent vraiment proche des États-Unis. Des milliers de personnes ont participé aux soirées électorales organisées par les ambassades américaines de par le monde. Barack Obama a été réélu avec plus de 270 grands électeurs nécessaires face à Mitt Romney, son rival, lors de la course présidentielle. Cette joie contraste avec l'indifférence qui caractérise le monde. Là-bas, on est peu enthousiasmé de la réélection de Barack Obama, surtout autour de la question palestinienne. Reportage. Entre soulagement et indifférence. La présidentielle américaine n'a pas passionné les foules au Moyen-Orient. En Égypte, la réélection de Barack Obama à la tête des États-Unis a été saluée, sans toutefois susciter de réel enthousiasme. Nous respectons le choix des personnes, c'est la démocratie. Pour nous, il n'y a pas de différence significative entre les républicains et les démocrates. Mais il est vrai qu'avec Mitt Romney, cela aurait été la politique ou la diplomatie du cow-boy, alors qu'avec Obama, les rapports sont plus équilibrés. Mesurée pour certains, la diplomatie du premier mandat avait été vivement critiquée par les républicains qui avaient reproché au président Barack Obama sa passivité sur plusieurs dossiers, notamment le nucléaire iranien et le conflit israélo-palestinien. Au niveau du Moyen-Orient, beaucoup d'analystes, beaucoup même de gens constatent que Barack Obama, en fait, il n'a pas fait avancer la question palestinienne. On peut dire qu'en général, les présidents américains, au niveau du premier mandat, ils ne s'engagent pas beaucoup pour ne pas
perdre le deuxième mandat. On constate aussi qu'il a bien respecté au niveau de l'Irak, les troupes se sont retirées. En Afghanistan, oui, ils vont se retirer. Les États du Moyen-Orient espèrent désormais voir se concrétiser le discours du Caire de 2009. Le président Barack Obama avait alors promis de mettre fin à la méfiance et à la discorde entre Washington et les pays arabes. La demande arabe à Barack Obama est qu'il mette en œuvre une paix globale et juste, en conformité avec les normes internationales et les résolutions des Nations Unies. Il s'agit d'une demande pour introduire la paix dans toute la région. Cela ne va pas à l'encontre des intérêts du peuple israélien, au contraire, cela sera en leur faveur, puisqu'il favorisera une paix durable et juste. À présent, nous allons lire les journaux parus ce jeudi dans la capitale. Ils ont été sélectionnés et commentés pour vous par Rosa Wazi, revue de presse. Affaire Tchébéa, budget 2013 et la situation sécuritaire à l'est du pays, autant des sujets qui constituent les centres d'intérêt des journaux livrés ce jeudi à notre rédaction. Commençons notre synthèse de journaux par l'affaire Tchébéa avec les phares qui renseignent que le VSV claque la porte, la faute à l'arrêt avant dire droit rendu les mardis 23 octobre 2012 au centre pénitentiaire des rééducations de Kinshasa, CPRK, ex-prison centrale des Makala. La haute cour militaire avait rejeté la demande de partie civile de convertir le général John Numbi en prévenu. Cet arrêt avait créé un tollé général dans le rang des défenseurs de droits de l'homme ainsi que toutes les parties civiles au procès, notamment la veuve de Floribert Tchébéa et ses orphelins, la veuve de Fidel Bazana et ses orphelins, le frère et sœurs de deux familles. L'homme en 7 précise que la VSV a annoncé ce mercredi 7 novembre son retrait de ces procès. Cette annonce intervient une dizaine de jours après les rejets par la haute cour militaire de la requête de cette ONG et la famille de défenseurs de droits de l'homme. Partie civile dans le procès relatif à la comparution du général John Numbi comme prévenu et du journaliste belge Thierry Michel comme témoin. Parlons à présent du budget 2013. Matata a 48 heures pour convaincre les députés et crie la prospérité. Après 3 jours d'intenses travaux sur la loi de finances exercice 2013, Obamina, speaker de la Chambre basse du Parlement, a suspendu hier, mercredi 7 novembre, la séance plénière. Elle reprendra selon les us et coutumes dans 48 heures, sauf changement des dernières minutes. Délai au cours duquel les chefs du gouvernement Matata Ponyo va préparer ensemble avec ses ministres les réponses à donner aux députés qui ont soulevé des préoccupations pertinentes sur ces projets de loi budgétaire lors du débat général. Parmi les observations et les recommandations formulées par le député Renchéri Le Potentiel figure en bonne place la problématique des allocations voulues promotionnelles de crédit entre les provinces, la révision à la hausse de la politique budgétaire, le réalisme de prévisions présentées, les sociales avec les inégalités salariales, l'emploi public, la répartition de construction et réhabilitation des infrastructures de base et la forte dépendance des investissements publics de l'extérieur. Marché public, la présidence rappelle le BCECO à l'ordre. C'est un autre sujet à lire à la une du Potentiel. Un avis au public de la présidence de la République signé le 6 novembre 2012 par les directeurs du cabinet du chef de l'État, Gustave Beyasikou, interdit au bureau central des coordinations BCECO d'interférer dans les procédures de recrutement des consultants pour audit de services de l'État et de passation de marchés publics. Cette mise en garde est la preuve, selon le quotidien, du malaise qui a eu domicile au sommet de l'État et qui s'est traduit par de frustrations au sein des institutions. Terminons cette synthèse de journaux avec cette bonne nouvelle sur la situation à l'est du pays où les FARDC ont délogé le commandant de M23, Baguédé et ses éléments. En fait, les forces gouvernementales ont délogé les mutins du M23 conduits par les lieutenants-colonels Baguédé lors d'une opération de blocage et de ratissage menée le 1er novembre courant et repris le contrôle de la région des Boussumbu au nord de la localité de Kichanga, a confirmé le porte-parole militaire de la MONUSCO hier mercredi au cours du point de presse hebdomadaire des Nations Unies, écrit l'Observateur. Merci pour cette revue de presse, Rosa Wazi, et elle est finie. Merci de l'avoir suivi à Kinshasa et à Brazzaville. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.